tout le monde. Donc, heureux de vous retrouver dans cette troisième séance portant sur la procédure civile, sur le module de la procédure civile pour les étudiants du S6, semestre 6, section française. Et bien entendu, ces conférences se déroulent à distance et j'aurais bien aimé que les étudiants, juste après, interviennent soit par le biais de Facebook, soit par le biais des 3 groupes de WhatsApp pour poser des questions, des interrogations sur sur l'ossature du cours. Si jamais ils ont des interrogations sur le cours, elles seront toujours le bienvenu. Je serai là pour y répondre. Donc, dans les précédents cours, nous avons essayé de voir comment la demande est transmise au défendeur et nous avons vu les voies de notification en répondant aux 3 questions principales. Par qui la notification doit passer? Et nous avons indiqué les modalités de notification de la demande au défendeur, les 5 modalités de la notification de la demande au demandeur, soit par le greffe, par l'huissier, par la poste, par des autorités administratives ou encore lorsqu'il s'agit d'un étranger par les voies diplomatiques. Nous nous sommes posé également la question de savoir à qui la notification doit être adressée. Et nous avons indiqué les dispositions du Code de la procédure civile qui prévoient que celle-ci, en principe, il devrait être remise en main propre à son destinataire, le défendeur, et on appelle ce type de notification la notification à personne. Si jamais on n'arrive pas à toucher la personne, il y a lieu de passer à une autre modalité de notification qu'on appelle la notification à domicile. Et nous avons distingué entre le domicile réel, du domicile élu et du domicile légal de la personne et, bien entendu, en le distinguant également de la résidence. Juste après, nous nous sommes penchés sur la question de savoir quand est-ce que le défendeur doit se présenter devant le tribunal. Et on avait parlé de délai de comparution. Et on avait indiqué que ces délais-là sont accordés au défendeur pour qu'il puisse se préparer pour se défendre devant le tribunal. Et on avait différencié les différents délais. Lorsqu'on habite le même tribunal, 5 jours. Lorsqu'on est dans une ville lointaine, c'est 15 jours. Et lorsqu'on habite à l'étranger, ça dépend du pays, le délai est beaucoup plus long. Dans le cadre de ce cours-là, si vous permettez, nous allons toujours continuer cette question des délais en essayant de passer en revue l'ensemble des délais de procédure. Et il y a lieu de distinguer entre 3 types de délais. Les délais de prescription, les délais de forclusion et les délais de procédure. Si pour les premiers, à savoir les délais de prescription et les délais de forclusion, il y a lieu à chaque fois de se référer à la jurisprudence pour savoir quels sont ces délais-là, quelle est la position du tribunal par rapport à ces délais. Il n'en demeure pas moins que pour les délais de procédure, ils sont réglementés par les dispositions de l'article 39 du Code de la procédure civile. Ces règles qui portent principalement sur les dispositions du Code de la procédure civile, bien entendu, peuvent également être transposées par ailleurs dans d'autres matières, dans d'autres disciplines, dans d'autres contentieux, à titre d'exemple, le contentieux administratif. Tous les délais de procédure n'ont pas le même rôle. Alors là, on distingue entre 2 types de délais. Les délais d'action et les délais pour justement temporiser le demandeur, on appelle les délais d'attente ou les délais de protection. Donc, on distinguera, si vous permettez, les délais d'action d'un côté et les délais de protection ou d'attente de l'autre côté. Quel est le but du délai d'action? Le but du délai d'action est simple, c'est de stimuler l'activité du plaideur, du demandeur. Par exemple, le délai pour faire appel est de 15 jours. Et il y a lieu de respecter ce délai de 15 jours par le demandeur, faute de quoi il y aura forclusion. Donc, on demande au demandeur, à celui qui veut aller vers la justice, de le faire dans un délai fixé par celle-ci, faute de quoi il perd son droit. Il y a forclusion. On ne peut pas accepter son action. Donc, c'est un délai d'action pour stimuler le demandeur. Par contre, on parle de délai d'attente ou encore
de délai de protection parce que on souhaite que le défendeur bénéficie d'un certain temps pour préparer ses moyens de défense. C'est ce qui explique cette appellation délai de protection et qui ont pour objet de temporiser justement le demandeur en accordant un certain délai au défendeur pour qu'il puisse mieux se défendre. Comment sont calculés ces délais? Comment sont calculés ces délais? Peut-on modifier ces délais? Est-ce qu'il y a des possibilités à ce que ces délais qui sont prévus par la loi, qui sont réglementés par le Code de la procédure civile ou par certaines lois spéciales, est-ce qu'il y a lieu de les modifier? Et quelle est la sanction lorsque on n'observe pas, lorsqu'il y a violation de ces délais? C'est ce qu'on va voir à travers ce cours, bien entendu. S'agissant du moyen par lequel on veut savoir comment on compte les délais, on parle de la computation des délais. طرق احتساب ديال الآجال. طرق احتساب الآجال. Ça vient, le mot computation vient du mot latin compus, compitus, qui veut dire, quelque part, pour résumer, calculer, compter. Et ce terme-là a été utilisé par l'Église chrétienne. Pourquoi faire? Pour justement déterminer les dates de certaines fêtes religieuses, comme chez nous. Par exemple, le mois de Ramadan, les ulama, etc., essaient de surveiller. Est-ce que le jour, est-ce que, le croissant est apparu pour qu'on puisse commencer telle ou telle fête religieuse? C'est exactement la même chose pour les chrétiens. Ils avaient leur manière de déterminer les dates des fêtes religieuses et ils appelaient ça en latin computus, ce qui a amené à parler plus tard de computation, ce qui veut dire calculer d'une manière générale ou compter si vous voulez. Les délais de procédure, quelle est leur raison principale? C'est la bonne administration de la justice. En effet, pour qu'on soit en présence d'un procès équitable, encore faut-il que les délais ne soient pas trop longs. Si la procédure civile fixe un délai extrêmement long aux parties, dans ce cas-là, bien entendu, il n'y aura pas de décision qu'après un certain temps, ce qui ne va pas dans le sens de la célérité de la justice, du délai raisonnable. Donc les délais doivent être calculés d'une manière mesurée pour faire en sorte à ce que les démarches qui ont été accomplies par le juge soient faites conformément à des règles prescrites à l'avance, connues à l'avance, et justement, c'est pour éviter la lenteur de la justice. Dieu sait que la justice est souvent taxée de lenteur, et pour éviter cet état de fait, voici que ces délais sont prévus, et un moyen de les compter est également prévu. Le plaideur, il doit agir également, et il doit être strict et rigoureux dans la computation de ces délais, faute de quoi, si jamais il ne sait pas compter, il se trompe dans le comptage, il risque de perdre son procès, parce que, comme on va le voir, il peut s'agir là d'une fin de non-recevoir, Donc, le non-respect des délais par les parties, par les deux parties, dans l'instance, il peut être sanctionné sévèrement, qui, parfois, peut donner carrément lieu à la condamnation à des dommages et intérêts si jamais on utilise ces délais pour des raisons dilatoires. Il se peut également qu'il donne lieu à une forclusion. Il se peut également qu'il donne lieu à une péremption. Ce sont les moyens prévus par les dispositions du Code de la procédure civile pour sanctionner le non-respect des délais. Le droit procédural marocain prévoit plusieurs types de délais. Il y a tous les délais que vous avez connus et que vous avez étudiés par ailleurs en droit commercial, en droit civil, qu'on appelle les délais de prescription. Il y a également certains délais que vous avez certainement étudiés auparavant. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des dispositions qui relèvent de la lettre de licenciement, l'employeur doit indiquer dans la lettre de licenciement que le salarié dispose de 60 jours pour engager son procès devant le TPI, faute de quoi il y a forclusion, il y a déchéance. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs lois qui parlent de la déchéance si on ne respecte pas un délai. Il peut également s'agir d'un délai de grâce. On demande au juge de proroger un délai pour telle ou telle raison et c'est au juge de décider si oui ou non il acceptera ce délai de grâce. Donc, il y a également toutes les manières pour computer, pour calculer, pour compter
les délais. Et cette computation du délai, il est justement prévu par les dispositions des articles 511 à 513 du Code de la procédure civile. Au terme de cet article, on trouve qu'il y a plusieurs manières de compter les délais, de faire la computation des délais. Soit la computation des délais est faite en années, il est exprimé en années. Le salarié dispose de 2 années pour agir en justice, faute de quoi il perd son droit si jamais il reçoit une lettre annonçant cet état de fait, annonçant les dispositions par exemple de l'article 65 du Code du travail qui impose à l'employeur d'indiquer dans l'alerte de licenciement qu'il dispose de 2 années pour agir en justice. Donc ce délai-là, il s'exprime en années, 2 années. Il peut s'exprimer au-delà, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 année, ça dépend de la matière dont ce délai est fixé. Donc, si c'est le cas, à titre d'exemple, le délai, il est exprimé en an. Prenons le cas le Code du travail, 2 ans. La lettre de licenciement parvient aujourd'hui au salarié. Nous sommes le 21 mars 2020 au salarié. Il dispose de 2 années pour agir en justice. Quand est-ce que le délai commence et quand est-ce qu'il se termine? Le délai commence à partir d'aujourd'hui. On dit qu'on doit le compter de quantième à quantième, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, le 21, et il se terminera le 21, 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 21 mars 2022, le délai serait épuisé, serait expiré et le salarié n'aurait plus le droit d'agir en justice. Il se peut également que le délai soit exprimé en mois. Au lieu de s'exprimer en années, le législateur indique que telle personne dispose de 2 mois, 3 mois, 4 mois pour agir, pour faire tel ou tel acte juridique. Si c'est le cas, et prenons toujours l'exemple que la notification est parvenue à l'individu aujourd'hui, le 21 mars 2020, et le délai est calculé en mois, comment on doit le calculer? C'est exactement la même manière que pour le délai compté en année, c'est-à-dire de quantième à quantième. Nous sommes le 21 mars 2020, le délai doit expirer le 21 avril 2020, à la même date que le début, le commencement du comptage du délai. Troisième modalité de comptage, de computation du délai. Si le délai est exprimé en jours, par exemple, le Code de la procédure civile indique que la personne contre laquelle un jugement a été rendu et qui n'a pas été satisfait de ce jugement, il a le droit d'agir, d'interjeter appel dans un délai, par exemple, de 30 jours à partir de la notification. On parle de 30 jours à partir de la notification. Donc, le jour étant l'intervalle de temps entre 0 heure et 24 heures. Lorsqu'on parle du jour, cela veut dire qu'on est en train de parler d'un intervalle entre 0 heure et 24 heures. من الصفر حتى تنتهي 24 ساعة, c'est-à-dire 12 ديال الليل, 12 ودقيقة, l'autre journée a commencé. Donc, si le délai est exprimé en heures, il se peut, et c'est la 4e modalité de computation du délai, le délai peut être exprimé en heures. Je donne l'exemple de la lettre de licenciement des salariés qui doit être établie par l'employeur 48 heures au plus tard après l'audience de ce dernier. Une fois que l'audience du salarié dans le cadre des dispositions de l'article 62 du Code du travail a été faite, l'employeur dispose de 48 heures pour agir. S'il souhaite licencier le salarié, il doit le faire à l'intervalle de ces 48 heures, faute de quoi il a pardonné, il ne peut plus agir. Donc comment on calcule le délai lorsque celui-ci il est exprimé en heures? On dit que c'est de hora à hora. Supposons que l'audience du salarié, à partir de laquelle on commence à compter les 48 heures, a commencé à 17 heures. Donc, la fin de ces délais de 48 heures, supposons que c'est le jeudi à 17 heures. Donc, elle doit se terminer 48 heures plus tard. L'exemple dit le jeudi est mauvais, on va y revenir plus tard, parce que c'est des délais francs, on va voir ce que ça veut dire, la notion de délai franc. Supposons que c'est le mardi à 17 heures. Le salarié a été convoqué,
l'employeur a pris la décision de licencier ce dernier. Le Code du travail indique que celui-ci doit être licencié dans les 48 heures qui suivent l'audition de ces derniers. L'employeur dispose donc de 48 heures, commençant à partir de la date de l'audition. Donc, en principe, il doit se terminer le jeudi à 17 heures. La Cour de cassation, malheureusement, il ne va pas dans ce sens-là, s'agissant de la rupture du contrat de travail, mais c'est un autre débat. Mais prenons, grosso modo, ce schéma-là. Lorsque le délai, il est exprimé en heures, donc c'est à partir de l'heure où il doit commencer, c'est à l'heure il doit se terminer à partir du comptage qu'on fait pour les journées prévues. On parle du début du comptage, du début où le jour où on doit, le jour où l'acte, ou l'événement, ou la décision, ou la notification est à l'origine de délai. C'est-à-dire le moment où on doit prendre en charge l'acte pour le faire parvenir à l'autre partie dans les délais fixés par la loi. Dans ce cas, on parle et on dit dans le langage de la procédure civile qu'il s'agit d'un dies acco. Les dies acco, c'est du latin. Que veut dire le dies acco? Ça veut dire et le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui est à l'origine du délai. Par exemple, la notification, il doit commencer à telle heure, il a été fait, à telle heure, il a été fait à 14 heures, on est en train de compter les délais en heures, donc il se terminera lorsque le législateur a prévu 48 heures, 2 jours après, à la même heure. Donc c'est le jour à partir duquel on commence à compter, à calculer le délai. Dans le langage de la procédure civile, on l'appelle le dies acco. En face du dies acco, nous avons une autre expression qui dit le dies ad quem. Le dies ad quem. Que veut dire cette expression latine? Il veut dire le point d'arrivée du délai. Prenons un exemple. Le délai s'exprime en mois. Nous avons dit que c'est le cas, donc il se calcule au quantième à quantième. Le délai de la notification a été fait aujourd'hui, le 21 mars 2020. Le délai est de 1 mois. Il doit donc être épuisé 1 mois plus tard. Donc le dies acquem, c'est le 31 avril 2020. Donc le dies acqua, c'est à partir du jour où on commence à compter. Le dies acquem, c'est le point d'arrivée du délai. Les règles édictées par le Code de la procédure civile sont générales, ils sont applicables pratiquement pour tous les délais contractuels. Si on prévoit dans un contrat que vous devez m'aviser pour une durée d'1 mois, ou une année avant, ou là quelques heures avant, ou là quelques jours avant, ce sont ces délais-là qui sont prévus par les dispositions des articles 501 et 511 à 513 qui doivent être pris en compte. Donc, nous avons 2 notions, le point du départ du délai, le dit à quoi, et nous avons une deuxième notion, le dit à quem, c'est-à-dire le point d'arrivée du délai. Et vous avez quelques exemples que vous allez trouver certainement dans l'ouvrage, mais de quoi s'agit-il exactement? J'ai dit tout à l'heure, lorsque j'avais voulu donner l'exemple dès le jeudi, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible pour ce cas-là, et je me suis rangé vers le mardi pour être beaucoup plus lucide dans mes propos. Il se peut que le délai qui est prévu par la loi, il coïncide avec un jour férié, ou là, un repos hebdomadaire, le samedi ou le dimanche par exemple, ou un jour de Eid, ou un jour de fête nationale. Je donne un exemple, prenons le cas dont j'avais parlé tout à l'heure. J'ai établi l'audience avec le salarié le jeudi à 17h. En principe, il faut lui notifier la lettre de licenciement 48 heures après, c'est-à-dire vendredi, samedi. Mais si je souhaite notifier la lettre par un huissier de justice, malheureusement, les huissiers de justice, ils ne travaillent que pendant les jours ouvrables de la semaine et pendant les horaires administratifs, c'est-à-dire de 8h jusqu'à 18h. Donc, je ne peux pas le notifier par huissier de justice. Je souhaite le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi m'impose
de respecter la hiérarchie. Je ne peux même pas le faire. Supposons que l'huissier de justice n'a pas pu mettre la main sur la personne et que le greffe souhaite transmettre la convocation par lettre recommandée. Il ne peut pas le faire parce que le jour, bien le samedi, la poste ne fonctionne pas. La poste ne travaille pas. Donc, comment allons-nous faire lorsque la date de départ ou la date d'arrivée, comment on calcule ça? On parle dans ce cas-là des jours francs. Les jours francs ou les délais francs. Qu'est-ce qu'on entend par jour franc? Le jour franc veut dire que lorsque une formalité doit être accomplie dans un délai d'arrivée et que lorsque ce délai d'arrivée, il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, samedi, dimanche, ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable. Il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable. Reprenons l'exemple du salarié dont l'employeur a auditionné le jeudi à 17h et qui devait lui transmettre la lettre de licenciement au plus tard 48 heures après, mais qui a coïncidé avec le samedi à 17h, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Conformément aux dispositions du Code de la procédure civile, l'employeur peut valablement notifier cette personne parce qu'on parle de délai franc, parce que la date d'arrivée peut être prorogée jusqu'au premier jour ouvrable, donc il a le droit de envoyer la lettre de licenciement le premier jour ouvrable, c'est-à-dire le lundi. Donc, vous voyez qu'il y a des exceptions à ce délai franc qui est stipulé par les dispositions du Code de la procédure civile et qui nous permet de proroger, de prolonger le délai dans certaines conditions et dans certains moments et dans certains événements tels que le repos hebdomadaire dont je viens de parler, le samedi-dimanche, ou encore les jours fériés. Il se peut également que le lundi, le premier jour ouvrable, soit coïncide avec, qu'est-ce que j'en sais, la fête de l'Eid al-Kibir. Et nous savons que pour les administrations, la fête de l'Eid al-Kibir donne lieu à 2 jours de repos et non pas une seule journée. Donc il y aura 4 jours d'inaction pour l'employeur parce qu'il ne peut absolument rien faire, à savoir le samedi, jour de repos, le dimanche, jour de repos où les administrations ne travaillent pas, les huissiers ne travaillent pas. Bien entendu, le lundi, qui est une fête de l'Eid, prônée par le décret et le deuxième jour qui est prôné par le décret relatif aux fêtes religieuses dans les administrations publiques. Donc vous voyez que le Code de la procédure civile intervient de la manière la plus expresse pour fixer les délais, pour fixer les modalités de computation des délais, en indiquant que les délais doivent être des délais francs et en permettant des exceptions à ces délais francs par le système de prorogation lorsque ça coïncide avec des jours de repos ou encore des jours fériés. Maintenant, la question qui mérite d'être posée, une deuxième question, est-ce qu'on peut modifier ces délais? Est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'il y a une possibilité à ce que les délais qui sont prévus par la loi, est-ce qu'on peut les modifier? On parle dans ce cas-là de la modification des délais. On peut, bien sûr, demander l'augmentation, prévoir l'augmentation. Le Code de la procédure civile peut parfois prévoir l'augmentation de ces délais, de certains délais, pas tous les délais, ou encore on peut demander au juge soit la prorogation du délai, c'est-à-dire son augmentation, ou encore la diminution du délai. Donc vous voyez bien que dans les deux cas de figure, les délais peuvent changer. Les délais prévus par les textes juridiques peuvent donner lieu à des modifications qui sont soit demandées par les parties à l'instance, ou encore ils sont accordés par le juge si jamais on le lui demande. Ou encore, parfois, c'est la loi qui fixe une durée, un délai beaucoup plus long dans certaines situations. Donc, par rapport à la comparution devant le tribunal, j'avais parlé dans la séance précédente des délais de comparution. Lorsqu'on habite au même tribunal, c'est 5 jours. Mais ce délai est beaucoup plus long lorsqu'on habite à l'extérieur, 15 jours. Et bien entendu, lorsqu'on habite à l'étranger, ce délai est encore beaucoup plus long. Donc vous voyez que lorsqu'on réside à l'étranger,
les délais sont beaucoup plus longs et il y a prorogation d'un délai normal qui est normalement fixé à 5 jours lorsque le demandeur et le défendeur résident tous les deux dans la même ville et dépendent du même tribunal. Mais il y a prorogation. Il y a le délai lorsqu'on habite à l'extérieur, on est tous les deux, on a notre domicile au Maroc, c'est 15 jours, on est à l'étranger, donc ça peut aller jusqu'à 2 mois comme on avait vu auparavant. On peut également demander au juge de proroger le délai. Ce n'est pas la loi qui le fait, comme dans l'exemple que je viens de citer, mais une des parties au procès demande au juge, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder un délai? On appelle ce délai le délai de grâce. Soit on demande au juge d'accélérer le procès parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une urgence. Soit on demande au juge de retarder le procès. Donc, pour demander au juge, s'il vous plaît, vous avez assigné une personne à telle date, mais je pense qu'il va quitter le Maroc. Si vous permettez, monsieur le juge, est-ce que vous pouvez me demander à ce que le défendeur puisse comparaître devant vous beaucoup plus tôt que la date que vous avez fixée? Là, on demande au juge d'abréger les délais. Comme on peut demander au juge également un délai de grâce, c'est-à-dire Ajel Sirhami, pour lui demander, est-ce que monsieur le juge, vous pouvez nous accorder plus de délai que ce qui est prévu par les textes juridiques pour que nous puissions accomplir certains actes juridiques, ou est-ce que vous pouvez nous donner, monsieur le juge, plus de délai avant de commencer l'exécution le jugement, c'est-à-dire suspendre l'exécution le jugement par ce délai de grâce en attendant, par exemple, de trouver un arrangement ou de chercher les fonds nécessaires pour payer le montant prévu par le jugement. Troisième chose qu'il faudra étudier, c'est la sanction de l'inobservation le délai. Et là, il y a lieu de distinguer entre les deux types de délais dont j'avais parlé au début, à savoir le délai d'action, c'est-à-dire le délai pour stimuler la personne, et le délai d'attente, à savoir le délai de protection. S'il s'agit d'un délai d'action, et je l'avais dit, le but de ce délai, c'est stimuler le demandeur, l'intéressé, la personne à qui on s'adresse, d'agir le plus rapidement possible dans les délais prévus par la loi. Si on laisse passer ce délai, alors que la loi le prétend, sans avoir l'accord préalable du juge, par, justement, un délai de grâce, Ajel Sirhami. Dans ce cas-là, on peut perdre carrément le droit d'agir en justice. Si, par exemple, le délai pour faire appel, pour interjeter appel est de 30 jours, alors que je suis notifié le jour J, 45 jours plus tard, je souhaite agir en justice. Eh bien, le délai, il est dépassé, on dit qu'il y a forclusion. L'action d'Yali sera irrecevable. Dans ce cas-là, la partie intéressée peut soulever ce que on avait étudié dans le deuxième cours à distance, à savoir une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir. Bien sûr, il y a des exceptions à ce principe. On peut toujours, si le jugement est par défaut, s'adresser au juge pour demander à ce que... Mais c'est une procédure assez spéciale et assez particulière. S'agissant de la deuxième situation, c'est-à-dire le délai qui devrait être observé est un délai d'attente. Il est accordé à la partie pour justement qu'il puisse préparer ses moyens de défense à titre d'exemple. Donc, ça dépend. Tout dépend de la situation. Soit que le défendeur à qui on avait accordé 5 jours s'il habite la même juridiction, 15 jours s'il habite une juridiction extérieure, s'il ne comparaît pas, eh bien, le juge peut continuer à trancher le litige et le jugement qui serait rendu serait un jugement par défaut. Hukm riyabi. Donc, le bénéficiaire de délai devrait constituer un avocat dans des délais prévus par la loi. S'il ne le fait pas, tant pis pour lui, la sanction de son inobservation, c'est peut-être que le jugement serait rendu en son absence. On appelle ce type de jugement les jugements par défaut. J'espère que vous avez saisi cette notion des délais de procédure et surtout la manière de computation des délais, et surtout la date du départ du délai et la date d'arrivée des délais qui est distincte selon
si le comptage, si le calcul se fait en années, quantième à quantième, en mois, quantième à quantième, en jour, c'est de 0 heure jusqu'à 24 heures. Si c'est en heure, c'est également de aura à aura de la date du commencement de la notification, 17 heures, jusqu'à 17 heures du lendemain, ou ça dépend s'il s'agit de 24 heures, 48 heures, 72 heures, qu'est-ce que j'en sais. J'espère également que vous avez compris que on peut proroger ces délais. De la prorogation des délais peut avoir lieu par le biais de la loi elle-même, le code de la procédure civile, qui indique clairement, expressement, que le délai est prorogé en cas s'il coïncide avec un jour férié, s'il coïncide avec le samedi et le dimanche, comme également on peut demander au juge d'intervenir pour demander un délai de grâce. Et j'ai parlé également enfin de la sanction d'inobservation de ces délais, en faisant la distinction entre le délai d'action et le délai d'attente. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre programme, Code de la procédure civile, section française et 6, et qui porte sur, j'allais dire, tout est au cœur de la procédure civile. Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent se trouve au cœur de la procédure civile. Mais là, on y est vraiment. C'est le procès. C'est le déroulement, comment le procès se déroule. Donc, l'instance d'awa, il est fait par plusieurs actes juridiques, par plusieurs actes effectués par les parties. Au moment de son ouverture, la demande reconventionnelle, comme au sein de cette action, les différents moyens de défense, sur le fond et sur la forme, comme également il se termine par l'instruction de celle-ci par le juge. On va voir comment fait le juge pour instruire une action, en ordonnant, à titre d'exemple, une expertise, l'écoute des témoins. Et il se termine par un verdict, c'est-à-dire, c'est le verdict, le jugement qui met fin à cette action en justice, qui dessaisit le juge. Donc l'action passe par des étapes, du commencement, le cheminement, jusqu'à ce que le juge prononce son jugement, son verdict sur cette affaire-là. Et là, la mission du juge, du moins de première instance, se termine pour laisser peut-être la voie à autre chose, la voie des voies de recours. Si jamais la loi prévoit un moyen de recours. Donc, il existe un ensemble de règles procédurales qui ont vocation à s'appliquer à toute cette instance, de son commencement jusqu'à sa fin, bien entendu. Et ces procédures donnent lieu à à la fin du débat, comme je viens de dire, à un jugement. Ce jugement, il met fin au litige, mais il ne met pas fin au contentieux, dans la mesure, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'on peut faire face à ce jugement par les moyens de recours. L'appel, par exemple. J'étais pas présent, je peux faire opposition. Si le jugement, l'arrêt a été rendu par la cour d'appel, je peux toujours faire des cassations. Donc il y a des voies ordinaires de recours, qu'on appelle les voies ordinaires, et il y a des voies exceptionnelles pour le recours. Le plaideur qui n'est pas satisfait par le jugement peut recourir à ces voies-là pour un deuxième degré de juridiction, et pour aller vers la cassation, étant entendu, et je le répète, la cassation, la Cour suprême, la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. La Cour suprême est un juge de droit. C'est la raison pour laquelle on appelle les tribunaux de première instance et les tribunaux et les cours d'appel comme étant les juridictions de fond, où on appelle les magistrats qui siègent dans ces tribunaux les magistrats des faits. Et on appelle les magistrats qui siègent à la Cour de cassation les magistrats de droit. Donc le juge de la Cour de cassation, il ne revoit pas les faits. Il voit peut-être les qualifications, mais il n'écoute pas les témoins. Il n'instruit pas l'affaire. Il regarde simplement si les juridictions qui ont rendu le jugement ou l'arrêt ont bien appliqué la règle de droit, ont bien interprété la règle de droit, n'ont pas violé les règles procédurales, surtout celles qui concernent la défense, le contradictoire, les délais, etc. Donc, cette instance mérite qu'on s'y attarde en étudiant d'abord
ce que veut dire une instance, l'ouverture de l'instance. Dans ce cas-là, la doctrine procédurale parle de lien juridique de l'instance. Une fois que la demande a été faite, la personne a été notifiée, que les personnes ont comparu, le lien juridique d'instance se crée entre les parties. Et il a des conséquences, comme on va le voir, sur les parties et sur le juge. Il a des effets aussi bien sur les parties, à l'instance, que sur le juge lui-même. Et on va étudier plus tard le jugement et enfin, on va étudier dans le déroulement du procès, parce que là, il s'agit du procès normal qui se déroule devant les tribunaux de premier degré, pour ne pas dire les tribunaux de première instance, aussi bien administratif que commercial, que le tribunal de droit commun, à savoir le tribunal de première instance. Mais il se peut également, et la loi le prévoit, qu'il y ait des procédures spéciales, où on a besoin d'urgence, où on n'a pas besoin de la présence de la partie, où on a besoin, comment dirais-je, à ce qu'une exécution soit immédiatement, ou du moins dans les plus brefs délais, par le magistrat. On les appelle les procédures spéciales. Il y a lieu de parler, par exemple, de la procédure d'injonction à payer. Mistarat al-Amr bil-Ada. C'est une procédure qui permet au justiciable, à la personne intéressée, au lieu de saisir le juge sur le fond de la créance, puisqu'il dispose un titre, que la somme auquel il prétend dépasse un certain seuil, et la personne concernée réside au Maroc, il demande au président du tribunal de première instance, lorsqu'il s'agit d'une affaire civile, du commerce, lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale, d'ordonner immédiatement à cette personne de payer après l'avoir mis en demeure de se faire. Donc c'est une ordonnance qui est établie et bien sûr il est beaucoup plus urgent d'avoir et il faut beaucoup moins de temps que ce que vous imaginez pour avoir cette ordonnance, au lieu de saisir le juge de première instance et donner les moyens à la partie adverse de comparaître dans certains délais, de présenter ses moyens de défense sur l'acception d'incompétence, sur les fins de non-recevoir, et interjeter appel après, et peut-être même aller vers les voies de la cassation, au lieu de se faire une procédure spéciale qu'on appelle l'injonction à payer. Une deuxième procédure spéciale, qu'on appelle également le référé, qada al-si'jal. Lorsqu'il y a urgence, j'en ai parlé dans le premier cours, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a extrême urgence, on peut s'adresser au juge, et c'est toujours le président du tribunal. C'est la raison pour laquelle on les appelle les tribunaux présidentiels, al-qada al-ri'asi, le tribunal présidentiel, c'est-à-dire qada al-ra'is, pour qu'il se prononce également par ordonnance. On demande à monsieur le président du tribunal de première instance d'intervenir le plus rapidement possible. On va voir que ce n'est pas le cas dans les faits, pour agir, mais à condition. Lorsque le président du tribunal agit par ordonnance en référé, il faut jamais qu'il préjudicie au fond de l'affaire. Il ne faut pas qu'il puisse discuter le fond de l'affaire. Ce n'est pas de sa compétence. Il ne peut intervenir que lorsque son ordonnance ne porte pas atteinte à cette affaire. Si jamais il porte atteinte au fond de l'affaire, il se déclare incompétent. Je ne peux pas statuer pour la simple raison que si je statue, je vais toucher au fond. Je vais vous donner un exemple, et je reste toujours dans ma matière préférée, le droit du travail. Il y a une affaire qui s'est présentée devant le tribunal de première instance, de grande instance, pardon, de Paris, enfin de Versailles ou de Paris, c'est la même chose, c'est deux tribunaux différents, mais toujours dans l'Île-de-France, et qui concerne la compagnie Air France. C'est à l'occasion de la mise en place des avions Airbus A320. L'Airbus A320 est un avion assez sophistiqué par rapport à la première génération, où il y avait 2 pilotes et un mécanicien. Le Airbus A320 a remplacé le mécanicien par un système électronique d'ordinateur, etc. Donc, au lieu de conduire avec 2 pilotes et un mécanicien, les avions Airbus A320 se conduisent uniquement avec un commandant de bord et son assistant. 2 pilotes uniquement. Les pilotes de la compagnie Air France se sont mis en grève. Et bien sûr, Air France, la compagnie Air France, a saisi le juge des référés
pour déclarer le mouvement de grève comme étant illégal, c'est-à-dire de stopper la grève et de reprendre le travail. Le juge de référé, il a indiqué, je ne peux pas me prononcer. Si je me prononce, je dois dire, est-ce qu'un avion, il se conduit à 3 ou il doit se conduire à 2? Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon domaine, je dois trancher. Si je le fais, je vais aller vers le fond de l'affaire, ce qui ne relève pas de ma compétence. Je peux également m'adresser au juge, qui est toujours le juge, le tribunal, le président du tribunal, pour lui demander, Monsieur le président du tribunal, je vous prie de bien vouloir ordonner une requête. C'est ce qu'on appelle les ordonnances sur requête. Ma requête est la suivante. Ordonner à un huissier de justice de se déplacer pour constater un fait, pour interroger telle personne. Donc nous avons 3 types de procédures spéciales. Les ordonnances sur requête, article 148, le référé, article 149 et suivant, et l'injonction à payer, qui feront l'objet, Inch'Allah, du 3e titre de notre programme. Et à la fin, vers la fin, Inch'Allah, nous allons étudier les voies de recours, à savoir les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Allons voir maintenant, si vous permettez, le premier titre qui relève de cette deuxième partie, intitulé « Le déroulement du procès ». Et là, on va étudier ce que j'avais dit tout à l'heure, la notion d'instance. La notion d'instance, ce lien juridique qui se crée entre les parties et qui fait que l'instance est née. Et la procédure, dans ce cas-là, devrait être une procédure qui respecte le principe du contradictoire. J'ai dit tout à l'heure qu'on est en train de parler d'un procès ordinaire qui se déroule en principe devant un tribunal de premier degré, notamment le tribunal de première instance. Devant le tribunal de première instance, donc les juges, les magistrats, doivent respecter certains principes qui gouvernent l'instance, certains principes généraux qu'on appelle les principes directeurs de l'instance. Les principes directeurs de l'instance. Et il y a également tous les incidents qui peuvent survenir à l'occasion de l'instance. Énormément d'incidents. On peut soulever telle ou telle exception. Il faudra donc étudier tous ces incidents de procédure. Et enfin, il y a lieu de parler, tant soit peu, d'une procédure qu'on avait, enfin, pas d'une procédure, d'un jugement qui est rendu par le tribunal alors que la partie n'a pas comparu. On n'a jamais trouvé cette personne. Il n'a jamais été notifié. J'avais indiqué que dans ce cas-là, on parle d'un jugement par défaut. Donc, on parlera, Inch'Allah, également de ce jugement par défaut. Donc, dans l'instance, jusqu'au jugement, on va parler d'abord de la notion d'instance, les procédures contradictoires devant les tribunaux de premier degré, notamment le tribunal de première instance, les incidents de l'instance, et enfin, les procédures par défaut. Qu'est-ce que la notion d'instance? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'instance? La demande en justice a pour conséquence immédiate le lien de l'instance, qui est défini comme étant un rapport d'ordre procédural unissant deux parties. Peut-être il peut s'agir de plus de deux parties. Il peut s'agir d'une pluralité des parties, mais au moins deux parties au procès. Cette instance-là, elle est source de droits et d'obligations pour les parties qui en font partie. Et le contenu de ces droits et de ces obligations, il est défini par les dispositions de la loi. C'est la loi qui fixe, une fois que l'instance est née, quelles sont les obligations du demandeur et quelles sont les obligations des défendeurs. Il se peut qu'il y ait plusieurs défendeurs à la fois, on va voir ceci, et dans ce cas, la loi intervient pour nous indiquer quelles sont les obligations et les droits dans ce cas-là. Donc, l'action, il donne naissance à plusieurs actes de procédure, allant de la demande introductive d'instance jusqu'à la saisine le tribunal, jusqu'à ce que le jugement soit rendu, ce que nous allons, Inch'Allah, comme j'ai dit tout à l'heure, étudier dans cette notion d'instance. Ce qui caractérise, bien entendu, l'instance, c'est qu'elle implique l'existence des parties, entre ces parties. Ce qui veut dire qu'il crée ce lien juridique de nature originale qu'on appelle le lien juridique d'instance. Il s'agit d'un lien entre deux parties ou plus
et dont la finalité est d'obtenir, en fin de compte, un jugement qui serait rendu et qui mettra fin au litige. Donc cette instance se compose de 3 éléments qui nous incombent d'étudier, qui nous incombent de passer en revue. Lesquels? D'abord, quelles sont ces parties? Je vais te répondre tout de suite. Il y a le demandeur, il y a le défendeur. Il se peut qu'il y ait plusieurs défendeurs à la fois, comme il y a le ministère public, Niyab al-Amma, qui peut agir également comme étant une partie principale au procès. Donc il y a lieu pour nous d'étudier les parties à l'instance. Le demandeur, le défendeur ou les défendeurs, et encore le ministère public, Niyab al-Amma. Et on va voir que le ministère public peut intervenir soit en partie jointe ou soit comme étant partie principale au procès. J'ai dit 3 éléments constitutifs de cette instance en justice ou de ce lien juridique. Deuxièmement, il y a lieu d'étudier la demande. La demande en justice, il faudra également qu'on puisse s'y atteler pour savoir quelles sont les dispositions de la loi relatives à cette demande. Et enfin, chez la demande, l'objet, il y a lieu d'étudier l'objet de cette instance pour savoir ce que prévoit la loi. Pas l'objet de la demande, l'objet de l'instance. Et enfin, il y a lieu d'étudier les causes ou la cause de celle-ci. Donc 3 éléments qui composent l'instance et qui doivent être étudiés. Je répète, les parties, l'objet et la cause. Ensuite, et avant de commencer l'étude de ces 3 composantes de l'instance, il y a lieu peut-être d'étudier quelque chose qui est commun pour toutes les instances, de quelque type qu'il soit, administratif, commercial ou ordinaire. On les appelle les principes directeurs des instances. Faisons un peu de droit comparé. Si on se réfère aux dispositions du Code de la procédure civile français, le NPCC, le NCPC, on va voir que dans les articles 1 à 9, 29 articles, il parle des principes généraux qui gouvernent l'instance et qui gouvernent le procès. C'est-à-dire il y a tout un chapitre qui nous indique quels sont ces principes directeurs du procès. Alors, si vous voulez vous y référer, allez voir les articles de 1 à 9 du Code de la procédure civile français, du nouveau Code de la procédure civile français. Mais si on se réfère à notre Code de la procédure civile marocain, aucune disposition de celui-ci n'indique un élément ou un principe directeur de l'instance. Il n'y en a pas. Donc ces principes-là, ils sont d'origine pratiquement jurisprudentielle. Ici au Maroc, ils sont d'origine jurisprudentielle. Mais nous avons une nouveauté qu'il faudra saluer, fort importante. C'est la nouvelle constitution de 2011. Cette nouvelle constitution de 2011, à partir des articles 117 à 118, il prévoit des principes généraux qui, justement, sont les principes directeurs de l'instance. Et tant mieux, si on compare le droit français au droit marocain, le droit marocain, il est meilleur. On n'est pas en train, de privilégier un droit par rapport à autre, mais il y a lieu de signaler que chez nous, les principes directeurs, certains principes, pas tous, certains principes directeurs de l'instance sont aujourd'hui d'ordre ou de valeur constitutionnelle, alors qu'ils sont en France de valeur législative parce qu'ils sont uniquement énumérés par les dispositions du nouveau Code de la procédure civile français. Ils ont une valeur aujourd'hui chez nous constitutionnelle parce que c'est la Constitution qui les prévoit. Donc la Constitution prévoit dans son article 20, à titre d'exemple, que toute personne a droit à un procès équitable. Et il a le droit d'obtenir un jugement qui doit être rendu dans les meilleurs délais. Que dire de plus? Que dire de plus par rapport à ces 2 principes? Il faut indiquer que les principes énumérés par les dispositions de la Constitution, à partir de l'article 17 jusqu'à l'article 128, ne viennent pas du néant. Ils sont l'émanation, ils sont la reproduction, ils sont la mise en harmonie du droit interne marocain avec les conventions internationales ratifiées par celui-ci, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce ces grands principes dans son article 8. Donc le Maroc a repris
dans sa constitution les dispositions de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui fixe les conditions d'un procès équitable. Al-Muhakama al-Adila. Donc, cette déclaration indique que toute personne, il a le droit, non seulement le droit d'accès au juge, c'est ce qu'on appelle le droit au juge, mais aussi le droit à un procès équitable. Alors, ces principes, qui sont-ils? Je connais les principes. Si on se réfère à la Constitution, si on se réfère à la doctrine et au droit comparé, on va voir qu'ils sont au nombre de 6. Le principe de l'acquisitoire, qu'on appelle également le principe d'initiative. Qui a l'initiative de l'instance? Qui a l'initiative des procédures et des actes juridiques? On appelle ceci le principe accusatoire. Deuxième principe, sacro-saint, le principe de la contradiction. Troisième principe, le principe de la publicité. La halaliya dial al-jalasat. Le troisième principe, le principe de la preuve. Qui doit produire, qui doit diriger la preuve. Le cinquième principe, le principe de la défense. Et le sixième et dernier principe, le principe de la célérité de la justice, c'est-à-dire rendre le jugement dans un délai raisonnable. 6 principes donc qu'on doit passer en revue. Je répète, le principe d'initiative. En fait, on va poser la question, qui prend l'initiative dans une instance? Est-ce le juge ou est-ce les parties? C'est ça, en fait, lorsqu'on répond à cette question, on découvre, est-ce que la procédure civile en droit marocain, est-ce qu'il est une procédure acquisitoire ou c'est une procédure inquisitoire? C'est ce qu'on va étudier d'abord. Ensuite, on va étudier leur contradiction. Comment la procédure civile garantit ce principe constitutionnel, ce principe universel qui est le contradictoire. Ceux d'entre vous qui réussiront, Inch'Allah, de faire le 3e cycle, il y a une matière qui s'appelle le droit processuel. Et on va étudier le contradictoire sur lequel on dégage beaucoup de principes. Le principe de la bonne foi, le principe de l'égalité des armes. En fait, considérons aujourd'hui, dans l'état actuel, qu'il faut respecter le contradictoire, donc il faut qu'on sache ce que veut dire le contradictoire. Troisième principe, la publicité. Le juge ne doit pas trancher le litige kitimini sans qu'il ne puisse se rendre compte de ce qu'il fait. Non, les débats doivent être publics. Le tribunal est ouvert à monsieur tout le monde. On appelle ceci le principe de publicité. Le principe de l'administration de la preuve également. Et le principe de la liberté de la défense. Et enfin, le principe de la sérénité de la justice, c'est-à-dire rendre le jugement dans un délai raisonnable. Le principe acquisitoire. La procédure civile en droit marocain, on dit souvent, dans pratiquement tous les ouvrages, qu'il s'agit d'une procédure acquisitoire. Donc ce sont les parties qui doivent prendre l'initiative d'introduire le procès et toutes les démarches procédurales doivent être faites par les parties. Ce n'est pas les juges qui s'en occupent. L'affaire appartient aux parties, le procès appartient aux parties, et c'est à eux et à eux seuls qui doivent faire en sorte à ce que toutes les démarches soient accomplies. Par contre, si le code de la procédure civile marocain nous indique que le procès appartient aux parties, dans d'autres systèmes, c'est le magistrat, qu'il soit assis ou qu'il soit debout, à qui il appartient de prendre les initiatives dans toutes les différentes étapes du procès. Le procès n'appartient pas aux parties, c'est le juge qui le dirige, selon son bon vouloir, selon ce que lui, il souhaite et non pas selon ce que les parties souhaitent. Dans toutes les étapes procédurales, c'est le juge qui dirige le procès. Dans ce cas-là, on parle d'une procédure inquisitoire. J'ai commencé en indiquant que la procédure civile se situe plutôt dans le système acquisitoire du moment que l'instance appartient aux parties. Et c'est aux parties qui la dirigent et c'est aux parties de faire toutes les démarches nécessaires et qui relèvent de celle-ci. En effet, l'instance, je l'ai dit tout à l'heure, met en évidence 3 parties. Nous avons d'un côté le demandeur,
de l'autre côté, le défendeur, et dans un troisième lieu, le juge, qui doit trancher ce litige. Donc, il faudra répartir les pouvoirs. Qui fait quoi? Il faudra répartir les pouvoirs entre ces parties. Selon qu'il s'agisse d'une procédure inquisitoire ou acquisitoire, cette répartition se fait selon les systèmes. Et je ne cesse de répéter qu'au Maroc, la procédure est acquisitoire. Ça veut dire qui fait quoi? C'est en principe les parties qui font le tout. Le juge, en principe, doit être neutre. Il doit jouer le rôle d'un arbitre. On dit que le procès, il y a un adage qui dit que le procès est la chose des parties. Le procès est la chose des parties. J'ai dit tout à l'heure qu'il appartient aux parties. On peut la remplacer par cette expression très courante dans la doctrine. Le procès est la chose des parties. Ce qui veut dire que le pouvoir de la conduite des procès appartient aux parties. Comment? Il indique que notre procédure civile nous indique que, à partir de son article 1, que l'action en justice ne peut être introduite que par une demande. S'il n'y a pas de demande, le juge ne peut pas être saisi. Le juge ne peut pas se saisir de lui-même. Il faut obligatoirement une demande pour que la justice, pour que le magistrat se saisisse, et le juge ne peut pas de lui-même se saisir. Il y a une exception à ce principe qui relève de l'article 563 du Code du commerce. En effet, en matière de redressement des entreprises en difficulté, le tribunal peut aussi se saisir d'office ou sur requête du ministère public. Cet article, l'article 563 de la loi qui porte Code du commerce, indique dans son livre 5 qui relève du redressement des entreprises en difficulté que le magistrat du tribunal de commerce peut se saisir de lui-même, c'est-à-dire d'office, ou encore le ministère public, parce qu'il constate qu'il y a une difficulté dans une entreprise, il demande au tribunal de désigner un juge commissaire qui sera chargé de suivre ce contentieux relevant du redressement de cette entreprise. En dehors de cette exception, seules les parties disposent du pouvoir de conduire l'instance. Il leur appartient de prendre toutes les initiatives qu'ils considèrent comme étant valables pour obtenir du juge qu'il puisse se prononcer en faveur de leurs prétentions. Le juge ne peut jamais se substituer aux demandeurs ou aux défendeurs pour accomplir des actes en leur lieu et en leur place. Ce n'est pas le rôle de juge. J'ai dit tout à l'heure que le juge joue un rôle neutre. Il joue simplement un rôle d'arbitre entre les parties. Ce n'est pas à lui de se substituer à eux pour accomplir un acte qui devrait être accompli. Si ce n'est pas fait, le juge prend en considération le fait que ça n'a pas été accompli et il se prononce soit par l'irrecevabilité de l'action ou encore par une fin de non-recevoir de cette action. En plus, les parties ont le pouvoir de désigner le ou les personnes contre lesquelles la demande a été faite. Ce n'est pas le juge. Je souhaite engager une action contre X, Y, Z et ne pas l'engager contre un autre créancier. J'ai engagé l'action contre cette personne uniquement et je n'ai pas engagé l'action sur les trois autres. Ils ne font pas partie de ma demande. Ils ne sont pas cités dans ma demande. Le juge ne peut pas m'obliger de se faire. C'est moi qui décide. Ce n'est pas lui. Le juge ne peut pas également ordonner aux parties de continuer l'action. Si les parties décident d'éteindre l'action, décident de mettre fin à l'action, le juge ne peut pas leur dire « Attendez, il faut que je me prononce ». L'extinction de l'action peut trouver son origine dans plusieurs motifs. La péremption d'instance, l'acquiescement. On va étudier les péremptions, l'action, etc. plus tard, Inch'Allah. La transaction. Le juge, en aucun cas, ne peut apprécier l'opportunité de cette décision, c'est-à-dire d'annuler l'action, d'éteindre l'action, de mettre fin à l'action. Ce n'est pas à lui de décider, c'est les parties qui doivent le décider. Donc, le juge ne se substitue pas aux parties pour apporter les actes nécessaires à l'action. Le juge ne peut désigner les parties contre lesquelles l'action a été engagée. Le juge
il n'a aucune possibilité de condamner une personne contre qui l'action n'a pas été engagée. Si jamais il le fait, il aurait dépassé ses limites et le juge ne peut jamais mettre fin à une action. Il appartient aux parties de se faire. Inversement, le juge peut éteindre l'instance contre le gré des plaideurs avant qu'il ne prononce un jugement sur l'affaire. Si c'est le cas, si jamais le juge décide d'éteindre l'action alors que les parties ne souhaitent pas ne souhaitent pas faire valoir cette extinction, n'ont aucun intérêt à faire valoir cette extinction, n'ont pas fait la demande de cette extinction, le juge aurait commis une infraction qu'on appelle le déni de justice. Le juge n'a pas de lui-même à demander, à faire en sorte, malgré les plaideurs, de prononcer un jugement pour clôturer l'affaire, pour mettre fin à l'action, faute de quoi il aurait commis le véritable délit qu'on appelle le déni de justice. Jarimat inkar al-adala. Le pouvoir du juge dans l'instance. Quels sont les pouvoirs du juge dans le cadre de cette instance? Tout à l'heure, j'avais indiqué que une fois que le lien juridique de l'instance se crée, il y a des pouvoirs qui sont accordés aux parties, nous venons de les citer, et il y a des pouvoirs qui sont accordés aux juges que nous allons, Inch'Allah, discuter. Même si le procès et la chose, il appartient aux parties, il n'en demeure pas moins que le juge dispose de certains pouvoirs. Il dispose d'énormément de pouvoirs qui lui permettent de veiller au bon déroulement de cette instance, au bon déroulement du procès. Ainsi, c'est à lui seul que revient, d'une manière discrétionnaire totale, d'accorder des délais ou de ne pas accorder des délais. C'est lui qui décide si on lui demande un délai de grâce, est-ce qu'il doit répondre favorablement ou ne pas répondre favorablement à ces... C'est à lui seul de décider, est-ce qu'il doit accepter une demande pour prendre une mesure d'instruction ou rejeter cette demande. Je demande au tribunal de désigner un expert pour constater ceci et cela. Le juge n'est pas obligé de suivre cette demande-là, d'accepter cette demande-là. Si jamais il ne répond pas à cette sollicitation de l'une des parties, dans notre exemple, d'ordonner par un jugement d'avant-dire droit une mesure d'instruction, il doit motiver, il doit indiquer dans son jugement pourquoi il n'a pas répondu favorablement à cette demande. Il a le pouvoir de la rejeter, de ne pas l'accepter, mais il doit motiver dans le jugement pourquoi il a refusé. Toutes les mesures d'instruction que nous allons, Inch'Allah, étudier, ils sont plusieurs. À titre d'exemple, l'expertise, la vérification d'écriture, l'écoute de témoins, le déplacement sur place et le serment. Tout ceci, ce sont des mesures d'instruction qui peuvent être demandées par les parties, mais dont le juge peut rejeter. Comme également, le juge peut ordonner ces mesures d'instruction alors que les parties n'ont pas fait la demande. L'instruction de l'affaire, l'instruction du procès appartient totalement au juge, c'est lui qui décide. Je venais de dire tout à l'heure qu'il faut quand même qu'il motive sa décision. Donc une fois que les parties ont fixé les éléments de fait et le cadre juridique du procès, il devient immuable. Mais le juge ne peut fonder, comment dirais-je, son jugement ne peut se fonder que sur les faits, ne peut fonder son jugement que sur les faits qui ont fait l'objet du débat. C'est ce qu'on comprend par les dispositions de l'article 3 du Code de la procédure civile qui indique ceci. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut en aucun cas modifier d'office ni l'objet ni la cause de ces demandes. Donc, une fois que les parties ont fixé leurs demandes, demande principale, demande additionnelle, demande reconventionnelle, le juge n'a pas le droit de les modifier. Ça ne lui appartient pas, ça appartient aux parties, n'est-ce pas? Conformément à l'article 3 du Code de la procédure civile. De même, le juge doit toujours statuer conformément à la loi. Même si les parties au procès indiquent que tel article de la loi doit être appliqué à notre propos, à notre litige, le juge, lui, et à lui seul, est compétent pour chercher les qualifications juridiques des faits et d'appliquer la bonne loi, la bonne règle de droit qui est appropriée
bien entendu, pour ces faits qu'il vient de qualifier. Donc ce n'est pas les parties qui décident pour les qualifications, pour la loi applicable, pour la règle de droit applicable, ça relève du juge. Donc, comme je viens de dire, même si l'action, fondamentalement, il reste accusatoire, mais comprenez avec moi, que l'intervention dit le juge pour accepter ou refuser une mesure d'instruction, pour donner un délai de grâce, pour chercher la vérité à travers l'instruction, fait que, quelque part, on s'approche également du régime inquisitoire. On peut dire donc dans ce cas-là qu'il s'agit plutôt d'une procédure hybride qui a principalement contradictoire, mais il laisse une petite place à l'inquisitoire parce que le juge peut aussi intervenir pour tenter de concilier les parties. Ce qui veut dire que le juge n'est pas complètement, abandonné aux parties. Il peut intervenir, notamment lorsque la loi exige cette conciliation. Donc, nous sommes à mi-chemin entre un système inquisitoire et un système, acquisitoire. Deuxième principe directeur de l'instance, j'en ai parlé de 6. Le deuxième principe, c'est le principe du contradictoire. Donc, pour garantir la libre contradiction, pour garantir le droit de la défense, il faut que la partie adverse ait tous les moyens, à partir de la convocation, à partir du mémoire introductif, à partir des éléments qui sont versés au procès, de tout savoir pour qu'il puisse justement se prononcer sur celle-ci. Ainsi que tous les échanges entre les parties doivent se faire mutuellement pour garantir ce principe de contradictoire. Donc une partie ne peut être correctement jugée sans jamais avoir été entendue. D'où d'ailleurs ce que nous avons étudié dans le cours précédent, la notification. Donc, si jamais la partie adverse n'a pas été notifiée, cela veut dire n'a pas été notifiée, on n'a pas essayé de la notifier, dans ce cas-là, il y a violation de ce principe sacro-saint, de ce principe fondamental, de ce principe faisant aujourd'hui partie des droits de l'homme, qui est le principe du contradictoire. Ce principe, qu'est-ce qu'il vise? Il vise, comme on dit en droit processuel, de garantir l'égalité des armes entre les parties. Les mêmes armes devraient être entre les mains du demandeur, les mêmes armes également devraient être entre les mains du défendeur. C'est les mêmes armes qui doivent être entre les mains des deux parties dans le procès. Donc, maintenant, au Maroc, je l'ai dit tout à l'heure, ce principe du contradictoire est énoncé par la Constitution. Donc, il a une valeur constitutionnelle. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans le cours relatif aux sources du droit procédural, de la procédure civile. J'avais indiqué que la Constitution a prévu une nouveauté qu'il faudra saluer. En fait, il s'agit d'une autre exception, l'exception d'inconstitutionnalité. Si vous vous rappelez, j'avais indiqué qu'une partie au procès, si on souhaite appliquer une loi qu'il juge anticonstitutionnelle, il peut soulever celle-ci. Donc, aujourd'hui, si jamais on bafoue ce principe fondamental, il peut soulever, si une loi bafoue ce principe fondamental qui est le contradictoire, il peut carrément devant le juge indiquer que cette loi ne doit pas m'être applicable parce qu'il y a un principe sacro-saint qui est le principe du contradictoire. Donc ce principe, il est érigé aujourd'hui en tant que principe fondamental, que toutes les règles de droit doivent respecter, que tous les partis doivent respecter, que toutes les communications doivent respecter, que tous les documents versés au dossier doivent respecter. Et il faut également, et c'est la deuxième facette de ce principe du contradictoire, donner le temps nécessaire aux parties pour mieux se pourvoir, pour mieux discuter leurs prétentions, leurs allégations devant le juge. C'est ce qu'on avait indiqué tout à l'heure lorsque nous avons parlé des délais de comparution ou de computation des délais. Le juge lui-même est tenu de respecter le principe du contradictoire. Donc chaque fois qu'il ordonne une mesure d'instruction, par exemple l'expertise, il faut qu'il se fasse en présence de deux parties. L'expert doit convoquer les deux parties
pour qu'il soit présent au moment et au jour de l'expertise. La contradiction est une garantie fondamentale d'une justice saine, loyale et équitable. Non seulement la discussion enrichit le débat, dans la mesure où les objections exprimées par chacun fertilisent l'imagination de tous, mais aussi aussi bien les parties que le juge, mais surtout la contradiction prémunit le plaideur contre tout effet de surprise qui ne permettrait pas à chacun d'exercer pleinement les moyens de défense dialogue. Donc, dans ce cas-là, la contradiction apparaît comme étant un des principes généraux du droit processuel et il dépasse carrément notre matière, le droit de la procédure, pour qu'elle soit un principe général du droit processuel. Chaque fois que le législateur prévoit une procédure, il faudra qu'il respecte ce principe. Troisième principe, le principe de la publicité des débats. C'est l'article 123 de la Constitution qui prévoit ce principe. Et c'est l'article 43 du Code de la procédure civile qui dispose que les audiences sont publiques, sous la réserve de certains cas où il y a un huis clos. L'article 14 également du Pacte des droits civils et politiques et l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indiquent tous que les débats devant le tribunal doivent être publics. Faut-il redire que le Maroc a ratifié aussi bien le premier pacte que la Déclaration universelle et par conséquent, il est tenu de respecter ces dispositions. C'est ce qu'il a fait en prévoyant dans son article 123 de la Constitution ce principe de la publicité. La publicité veut dire que les audiences du tribunal sont ouvertes au grand public. C'est-à-dire, il faut que si un citoyen souhaite pénétrer au tribunal pour voir ce qui se passe dans un tribunal, il faut qu'il ait le droit de se faire, bien entendu. D'ailleurs, les salles des tribunaux, si vous les avez constatées, ils sont grandes ouvertes. Ils sont grandes ouvertes et en règle générale, en principe, chaque personne qui souhaite y pénétrer, à condition de respecter l'audience, à condition de respecter le tribunal, il a le droit d'y s'y faire. Toutefois, les radios et les télévisions ne sont pas autorisées à filmer, bien sûr, les débats, ni à enregistrer ces dernières. Les journalistes ont le droit d'être présents et de prendre note de ce qui se dit, mais ils n'ont pas le droit d'enregistrer, ni d'une manière audio ou vidéo, les débats. Il y a certaines dérogations qui peuvent être accordées par le président à des journalistes pour filmer le tribunal, mais avant que le juge y pénètre, avant que le débat ne commence. Mais il faut une autorisation spéciale du président du tribunal concerné, soit le président du tribunal de première instance ou le président de la cour d'appel. Donc la règle de la publicité peut donc être considérée comme un principe, puisqu'il est énoncé par les déclarations universelles des droits de l'homme, le pacte relatif aux droits civils et politiques, il est par la Constitution, donc il peut être considéré comme faisant partie des droits de l'homme, comme un principe général de droit faisant partie des droits de l'homme. Le but de cette publicité de la justice, il y a un but derrière. C'est quoi? Quel est ce but? C'est faire contrôler l'activité de la justice par monsieur tout le monde, par le citoyen. Cette faculté offerte à tous les citoyens de pénétrer un tribunal à n'importe quel moment, sans qu'il soit interdit de se faire, permet au juge de savoir que lorsque je instruis le débat, lorsque je dirige l'instance, lorsque je rends mon jugement, il y a des citoyens qui sont là et qui vont vérifier tout le déroulement de procès, ce qui garantit quand même la transparence et il donne à la justice une forme de confiance chez les justiciables. Les justiciables, ils ont besoin de cette confiance de la justice et ceci leur permet d'avoir en principe cette dernière. Cependant, certains jugements peuvent avoir lieu avec des audiences clos. Un exemple, il y a un débat qui concerne une famille dont le père a commis l'inceste avec sa fille. De cet inceste est né un enfant et la famille est respectée et respectable. Il ne souhaite pas que ce débat soit présenté devant la place publique.
pour peur de son image de marque, pour peur de l'image de l'enfant, de la fille, etc. Ils ont le droit de demander au juge à ce que le débat soit fait en huis clos. Jalasa Mourlaqa. Dans ce cas-là, rien que les avocats des parties, et bien sûr le tribunal, avec le greffe, avec le procureur, le ministère public, seraient présents. Donc, même si le débat est clos, on va le voir, il y a également le cas où le juge a instruit l'affaire, le juge rapporteur a instruit l'affaire, et il met l'affaire en délibéré. Ou là, le juge unique, le juge chargé de l'affaire, a terminé l'instruction de l'affaire, ou dans ce cas-là, le juge en délibéré, ou là, le juge, le juge unique, le juge chargé de l'affaire, lorsque il va instruire cette affaire-là, il le fait sans la présence des parties. Ce qui veut dire que l'instruction dans le délibéré se fait dans la chambre du conseil. Il ne se fait pas devant les parties. Et par conséquent, même si la procédure civile exige la publicité des débats, il n'en demeure pas moins qu'il y a des exceptions. Les débats dans des audiences clos, lorsque l'affaire concerne l'ordre public ou les bonnes mœurs, ou encore le délibéré qui se fait également à huis clos. Mais en tout état de cause, il y a M. Martin Raymond, dans un ouvrage qui s'intitule Les principes directeurs du procès, édité en 2002, les éditions Dalloz, avait indiqué une phrase extrêmement célèbre. Le principe de la publicité ne s'applique pas à toutes les phases du procès. Il n'apparaît qu'à l'audience, disparaît pendant le délibéré et réapparaît pendant le jugement. Donc, le principe de la publicité, durant toute l'audience, sauf lorsqu'il y a un huis clos. Il disparaît pendant que l'affaire est en délibéré, mais au moment où le juge souhaite prononcer le jugement dialogue, il n'y a plus de huis clos. Là revient le principe de la publicité. Même si l'affaire est en huis clos, le prononcé du jugement doit toujours se faire en séance plénière, c'est-à-dire en respectant le principe de la publicité. Quatrième principe, le principe relatif à la preuve, l'administration de la preuve. En principe, nous avons un adage qui stipule la preuve incombe au demandeur. Al-bayyinatu ala man idda'a. Donc le juge, lorsqu'une partie prétend une chose, soulève une prétention devant lui, c'est à lui d'apporter la preuve de l'existence de cette prétention. D'ailleurs, comme j'ai dit, l'adage souligne la preuve incombe au demandeur. Mais sur le terrain de la procédure, cette maxime s'enrichit d'une portée spécifique. Il signifie que pour que les parties, l'allégation des faits est toutes les fois un droit ou un devoir, un droit, c'est un droit et un devoir pour la partie. Un droit en ce sens que chaque partie peut verser au débat tous les faits qui lui semblent devoir servir à sa cause. On ne peut pas lui interdire de mettre dans le débat certaines choses, certains faits qui peuvent militer en sa faveur. Et, bien sûr, le juge ne peut pas s'y opposer à cet état de fait. Mais il indique aussi qu'il s'impose aux parties auxquelles il ne peut faire grief au juge de n'avoir pas procédé d'office à la recherche de certains faits. Ce principe-là de l'administration de la preuve est un arme à double tranchant. La preuve incombe aux parties, ce qui veut dire que j'ai le droit devant le juge d'émettre toutes les prétentions, d'inclure tous les faits que je souhaite. Le juge ne peut pas m'interdire, mais je peux également, devant le même juge, faire en sorte à ce que les faits soient recherchés et, bien entendu, en demandant, par exemple, des mesures d'instruction. Le principe de la défense, qui est le cinquième principe directeur de l'instance. Toute personne peut se défendre elle-même, c'est-à-dire plaider personnellement, pour sa propre cause, sans le concours d'aucun intermédiaire. Ce principe, d'ailleurs, est vérifié lorsque la procédure est une procédure orale.
J'en avais parlé. Déclaration verbale devant le tribunal, procédure non écrite lorsque la procédure est orale. Donc la conciliation d'un avocat, je l'ai dit et répété, il ne se fait que lorsque la procédure est une procédure écrite. Lorsqu'une procédure est écrite. Donc là, il y a obligation à ce qu'on passe par le biais d'un avocat. Mais devant le tribunal de proximité à titre d'exemple, Qada al-Qurb, je peux toujours plaider moi-même. Personne ne peut m'obliger à le faire par le biais d'un avocat. Alors, sixième principe, c'est le principe énoncé également par la Constitution et qui indique non pas le principe de la célérité de la justice, mais plutôt le principe d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Un des problèmes le plus sacrés de la justice, le plus répandu dans la justice, c'est le fait justement que celle-ci est connue pour sa grande lenteur. Pour sa grande lenteur. On va, Inch'Allah, dans le cadre du master, pour certains d'entre vous qui vont étudier le droit processuel, savoir quelles sont les raisons. Ce ne sont pas des raisons intrinsèques au tribunal lui-même, ça peut provenir parfois des parties eux-mêmes qui demandent une prorogation du délai, qui, qui font des griefs au tribunal, qui provoquent tel ou tel fait, et qui fait que le juge, puisqu'il n'a aucun pouvoir de les interdire, pour rendre son jugement, il doit écouter ces parties, ce qui demande un certain temps. Si on constate ce qui se passe dans les grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanja, Fès, etc., on va voir, et c'est les statistiques du ministère de la Justice, que chaque année, il y a un certain nombre de dossiers qui sont soumis au tribunal. Mais ce nombre de dossiers, à la fin de l'année, on ne le retrouve pas en tant que jugement. Donc, d'année en année, il y a un cumul des dossiers par rapport à ceux de l'année dernière, etc. Cette situation est en contradiction flagrante avec le principe énoncé par l'article 120 de la Constitution marocaine et qui se prononce en faveur de rendre le jugement dans un délai raisonnable. Certains tribunaux, certains présidents de tribunaux, dans certaines villes que je ne vais pas citer, exigent des magistrats à ce qu'ils rendent un jugement dans un certain délai. Je peux citer par exemple certains tribunaux qui exigent en matière sociale que le juge doit liquider l'affaire, doit statuer au plus tard dans un délai de 3 mois après sa saisine. Au plus tard, on peut lui accorder, si jamais les procédures, ça veut dire si on lui demande un délai de grâce, il doit le refuser. Si jamais il constate que les énonciations prévues par la loi ne sont pas respectées par les parties, il ne met pas en demeure la partie. Il va vers la précipitation pour se prononcer, justement pour consacrer ce principe de la célérité de la justice. Mais à mon avis, il faut plusieurs choses pour faire valoir, pour faire en sorte à ce que ce principe soit d'actualité, soit en vigueur dans tous les tribunaux du Royaume du Maroc. D'abord, il faut un nombre suffisant de magistrats. Force est de constater que le nombre de magistrats est insuffisant. Deuxièmement, il faut également beaucoup plus de tribunaux dans le Royaume du Maroc. Il faut saluer le gouvernement parce que les tribunaux de première instance sont un nombre beaucoup plus important que ceux qu'on avait connus dans les années 80 ou les années 90. Donc ce sont certaines mesures d'ordre logistique, administratif, qui vont permettre, en plus des réformes qu'on peut apporter à la procédure civile, dans le cadre du projet qui est en instance de discussion aujourd'hui et qui militerait tous en faveur de cette justice qui respectera le principe de la célérité, à savoir le principe de rendre un jugement dans un délai raisonnable. Donc voilà ce qu'il y a à dire par rapport à cette partie de la séance de la procédure civile et qui, comme vous l'avez vu, porte sur 2 parties. D'abord, on a terminé le chapitre précédent qui relève des délais des procédures où on avait étudié les délais, la computation des délais, la prorogation des délais et bien sûr la sanction du non-respect des délais. Et le chapitre présent pour lequel nous avons donné une ébauche de commencement, à savoir celui qui porte sur le déroulement du procès
et qui serait partagé entre plusieurs titres. J'avais indiqué que dans le premier titre, nous allons étudier l'instance à partir de son commencement jusqu'à son jugement, en étudiant d'une manière principale la procédure devant le tribunal de première instance, pour étudier ensuite les incidents de procédure, pour finir avec les procédures spéciales. Et là, dans le premier chapitre portant sur la notion d'instance, nous avons étudié, si vous permettez, les caractères généraux de l'instance et les principes directeurs de celle-ci. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous allons passer à autre chose. Merci de votre attention. Donc, prochain cours, Inch'Allah, le mardi, toujours à la même heure, en principe, 10 heures. Merci de votre attention. À plus tard.